Ici Steve McKinnon. Ici, on parle de l'humain d'abord avec Brice. Ici, on parle de l'humain d'abord. L'humain d'abord. L'humain avec Brice. Brice, c'est l'humain d'abord. L'humain d'abord. L'humain d'abord. Ici, on parle de l'humain d'abord. Bonjour, salut à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être connectés pour cet autre épisode du podcast. Écoutez, vous savez à quoi ressemble ce podcast avec ce que vous avez vu par le passé, l'humain d'abord, la qualité des invités qu'on a. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de dire on a un invité spécial. Mais si je le dis là, j'aurai d'autres invités qui vont se fâcher. Mais il est spécial à plus d'un titre parce que sa position, la personnalité qu'il est et surtout l'humilité avec laquelle il se déploie, il est ici aujourd'hui pour parler, pour converser avec nous et on aura l'opportunité de le découvrir en tant qu'humain. J'ai le privilège d'accueillir le ministre ici, le ministre du Travail, mais c'est pas le ministre qui est là, c'est l'humain qui est là aujourd'hui et on va aller creuser avec lui pour voir ses émotions, ses valeurs, etc. Et c'est quelqu'un de, vous le connaissez, si vous regardez, si vous le connaissez, vous savez que c'est quelqu'un de très, très humain, de très présent. J'accueille aujourd'hui Stephen McKinnon. Bonjour Stephen. Bonjour Brice, merci de m'accueillir. Écoute, je suis privilégié de t'avoir ici. C'est vraiment un privilège. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est fantastique et je salue non seulement cette initiative, mais évidemment ton implication dans notre communauté. Merci beaucoup. Et puis, parlant d'implication, tu es toujours là pour nous soutenir. Je voulais vraiment te dire merci. Je profite de cette caméra, de cette tribune-ci pour te dire merci parce que tu es présent, Stephen. Tu es toujours là, on te voit partout. Tu nous conseilles, tu nous soutiens, tu portes nos dossiers. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Tout à fait. Moi, j'ai l'Outaouais-Gatineau tatoué sur le cœur. Et donc, pour moi, c'est le privilège d'une vie que de me promener et évidemment m'associer à l'ensemble des objectifs et des ambitions que portent les gens d'ici. Si je te demandais de définir l'humain, tu dirais que l'humain, c'est qui, c'est quoi? C'est quoi l'humain? Ben, l'humain, c'est l'être qui est capable non seulement de se situer dans ses environs, mais je pense que la valeur fondamentale, c'est la capacité d'empathie. On n'existe pas sans les autres. On existe pour les autres, pour servir, pour nous attarder aux besoins de ceux qui nous entourent, que ce soit en tant que parents, mais en tant que citoyen, en tant que membre participant d'une société. Ça prend une empathie. Et donc, pour moi, être humain, c'est être empathique. Wow, magnifique. Et justement, la question qui suit derrière et que je pose souvent aux gens, j'espère que tu vas pas, c'est une sorte de call, j'espère que tu vas pas la manquer celle-là. C'est quand la dernière fois où tu as rencontré un être humain? Oh, j'en rencontre à tous les jours. Je viens d'en rencontrer. OK. J'étais avec des aînés dans notre communauté qui étaient entourés de gens qui avaient leurs intérêts à cœur, qui prenaient soin d'eux, qui s'attardaient à leurs besoins. Donc, c'est l'exemple parfait de l'empathie. Absolument. Et il y en a des exemples partout dans notre ville, dans toutes les sphères de la vie. Absolument, absolument. Mais s'il fallait te noter sur 10, là, je t'aurais donné un 5 sur 10. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis le dernier humain que tu as rencontré. J'aime bien faire cette blague-là. Les invités, en général... tombe dans le coup, là. C'est pas évident de dire tout de suite, mais Brice, c'est toi le dernier humain que j'ai rencontré parce que ça fait quelques secondes. D'entrée de jeu, saluer ton implication. Oui, c'est en plein ce que j'entends par empathie. C'est quelqu'un qui se porte bénévole pour porter les désirs, les ambitions, les besoins d'une autre personne ou d'une collectivité. Et donc, tu fais évidemment partie de cet ensemble de gens qui font fonctionner notre ville, notre région, notre société. En tout cas, merci beaucoup, Stephen. Je suis honoré. Donc, on va parler des différents éléments qui sont liés à tes valeurs. C'est d'ailleurs par ça que j'ai envie de commencer. Pour toi, quelles sont les top valeurs qui te guident au quotidien dans tes agissements, dans ce que tu fais, que ce soit d'un point de vue professionnel ou bien dans le cadre privé? Ben pour moi, c'est le service. Je l'ai appris jeune.
mes parents, mes grands-parents étaient des gens qui étaient enclins à vouloir servir, à faire partie des organismes, des associations. Mon grand-père paternel était agriculteur, mais lorsqu'il y a eu pénurie de chauffeurs d'autobus d'école, il s'est porté bénévole pour sa collectivité. Il était aussi impliqué dans un parti politique, qui est une belle implication. Des fois, on est cynique vis-à-vis les partis politiques, mais les partis politiques existent pour, oui, prôner une certaine vision de la société, mais dans le fond, pour vouloir servir et améliorer une société. Donc, j'ai de l'admiration pour les gens qui choisissent cette voie-là aussi, de l'implication. Mais c'est ça. La valeur essentielle pour moi, c'est le service. C'est le service, excellent. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour de devoir, entre guillemets, compromettre l'une de tes valeurs, là, par exemple le service? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour de faire face à une situation où tu dois choisir entre être figé sur cette valeur de service-là et faire plutôt autre chose? Parce que la circonstance est complexe. Et toi, avec ton profil de ministre, tout ce que tu vis comme défi, etc., est-ce que ça t'est déjà arrivé un jour de devoir... Mais, si je comprends bien ta question, c'est est-ce qu'on doit faire des compromis parfois? Exact. Et la réponse est évidemment oui. On n'aura jamais 100% de tout ce qu'on souhaite ou même tout ce qu'on croit fondamentalement devrait être. Et donc, je suis aussi un pragmatique. Réussir quelque chose, c'est mieux que de ne rien réussir. Même si ce n'est pas 100% de ce qu'on aurait souhaité. Faire avancer, faire progresser les choses suite à un compromis, oui, peut-être qui implique ou qui comprend la nécessité de donner quelque chose à quelqu'un d'autre à laquelle on ne croit pas autant ou on ne croit fondamentalement pas, ça fait aussi partie du service. C'est savoir se rendre un peu plus loin, même si ce n'est pas aussi loin qu'on aurait souhaité, par la voie de compromis. Parce que être empathique, c'est aussi permettre à l'autre de progresser ou d'avancer à sa façon. Tout à fait, tout à fait. Et quand tu parles, Steven, je pense à tous les défis que tu as rencontrés, notamment au niveau des différentes grèves, etc., les négociations que tu as dû entreprendre. Ça n'a pas été évident, ça a été... Ben, c'est un parfait exemple. Parce que si on prend les chemins de fer, par exemple, il y avait évidemment la partie patronale et la partie syndicale dans deux chemins de fer où il y avait menace de grève ou de lock-out qui aurait eu comme effet de fermer notre économie. Et donc, on devait choisir entre imposer une trêve dans ce conflit-là ou de permettre à de grands secteurs de notre économie de carrément fermer. Et j'avais des appels et des interventions des chefs syndicaux de d'autres industries. Ouais. On n'a qu'à penser à l'industrie de l'automobile, de l'aluminium, l'industrie forestière, qui dépend au jour le jour, là, pas de semaine en semaine, mais au jour le jour, sur un transport ferroviaire pour faire exporter leurs produits. Et dans certains cas, j'ai eu des avertissements que des installations tout entières, voire même des industries tout entières, des moulins à scie, des usines comme Résolu ici, des usines de fabrication d'automobiles, auraient fermé dans 2-3 jours. Wow. Donc, le choix, c'est est-ce qu'on est doctrinaire et on accepte l'état des choses qui veut qu'il y ait conflit de travail, donc arrêt d'activité, ou est-ce qu'on trouve une voie alternative? Je suis pragmatique et non puriste. Tout à fait. J'ai décidé d'intervenir parce que c'était la meilleure chose à faire pour les travailleurs
souvent syndiqués de toutes ces industries-là. Wow. Très, très inspirant. C'est vraiment un bel exemple de situation où voilà, il va falloir être pragmatique à un moment donné, ne pas être juste puriste et dire on ne vit jamais dans la pureté dans notre monde, malheureusement. On aimerait ça, que ce soit noir ou blanc, et qu'il y ait une voie évidente à 100%. Ça n'existe pas. C'est ça. Définitivement, Steven. Et écoute, tu me racontais cette histoire-là et ça venait me chercher. Je voulais te demander, est-ce qu'il est déjà arrivé une situation où tu as dit non parce que il y a l'une de tes valeurs qui était engagée, tu sentais que tu n'allais pas pleinement exprimer cette valeur-là, ça allait à l'encontre de cette valeur et tu as dit non, je ne vais pas de l'avant. À ce moment-là, tu as décidé de dire non. Est-ce qu'il y a une situation comme ça? Oui. OK, raconte-nous un peu, s'il te plaît. L'aide médicale à mourir. OK. Il y en a, et évidemment, c'est un sujet très chaud et où les opinions sont très arrêtées. Et il faut dire d'entrée de jeu que je crois dans l'aide médicale à mourir. Okay. Je trouve que c'est humain et civilisé. Mais je pense qu'on doit nous assurer comme société que tous les appuis nécessaires soient garantis pour que toutes les options de quelqu'un qui est aux prises avec cet enjeu-là soient épuisées avant que l'on puisse décider de ce geste ultime. Et dans le cas, pour moi, de maladie mentale, je trouve qu'on a beaucoup de chemin à faire afin d'assurer à l'ensemble de la population, y compris à ceux qui sont aux prises avec des enjeux de maladie mentale sérieuses, graves. Je pense qu'on doit approfondir notre investissement dans les services et offrir des options plus viables que la mort à ces gens-là. Et donc, il y en a beaucoup qui sont en désaccord avec moi dans tous les partis politiques, dont le mien. Mais moi, j'ai insisté à au moins 2 reprises que l'on ne fasse pas progresser l'aide médicale à mourir, le répandre pour couvrir la maladie mentale, justement parce que je pense qu'on n'a pas encore fait assez comme société pour donner davantage d'options à ces gens-là. À ces gens-là, très, très humain. C'est humain. Et puis, je reconnais la personne. Moi, de mon côté, tu veux savoir mon avis sur l'aide médicale à mourir tout court? Oui. Ah, moi, je suis pas pour. Vous n'êtes pas pour? Non, je me dis, bon, les gens vivent, ils partiront le jour, peut-être parce que je suis croyant aussi, ça c'est mes valeurs, la chrétienté, ça fait partie de mes valeurs. Et je me dis, bon, les gens partiront le jour où le bon Dieu aura décidé qu'ils partent et tout. C'est très valable. Ben, voici un exemple du panorama d'opinion qui existe sur cette question-là très morale. Et effectivement, c'est une question morale. Donc, j'ai exercé mon droit comme parlementaire pour la moralité que j'ai. Et je trouve qu'il y a des limites et qu'on va vite comme société et qu'on doit mettre les freins, nous arrêter et nous poser des sérieuses questions en matière de prestation de services à des gens très vulnérables. Tout à fait. Excellent. J'ai failli dire excellence. Dis-moi, Steven, quelle est l'une des décisions les plus difficiles que tu as dû prendre dans ta vie, une que tu veux partager avec nous, évidemment. Ça peut être des choses que tu ne partages que ce que tu veux partager. Dans la vie publique ou... Ça peut être dans la vie publique, dans la vie privée. Tu choisis n'importe quelle sphère. Oh. L'une des plus difficiles qui t'a gardé éveillé la nuit, voilà. Ça, c'est une question difficile. Et évidemment, on est appelé à prendre des décisions à tous les jours. Mais j'aime prendre des décisions. Je trouve que les gens s'attendent, élisent des gens qui
ont la capacité de prendre ces décisions-là. Il y a, comme ministre ou même comme député, une série de décisions difficiles à tous les jours. Je pourrais vous énumérer les 10 ou les 20 dernières, mais il n'y en a pas une qui me frappe comme étant... on a parlé des conflits de travail. Ce fut une décision difficile, pour moi claire. Décision claire, mais décision difficile, parce qu'on sait que nous allons être attaqués, qu'il y a des gens pour qui... mes associés, les gens qui m'entourent, mes collègues au Parlement vont être attaqués pour ça. Donc, lorsqu'on prend des décisions qui vont affecter négativement la vie des autres, c'est toujours une décision difficile. Absolument. Mais ça, c'est une décision monumentale, donc peut-être la plus difficile. Donc, oui. Wow. Et quand tu as affaire à ce genre de décision qui t'amène à rester presque éveillé la nuit, à réfléchir, à te demander, OK, on y va pas, est-ce que oui, à voir toutes les implications à partir du moment où ça touche l'être humain. C'est quoi l'ultime élément qui peut peser dans la balance à un moment donné, qui fait que, OK, je m'en vais ou je m'en vais pas? Le plus grand bien. OK. Le plus grand bien. Dans le cas dont on discute, le plus grand bien est de conserver les emplois et donc les vies et la prospérité de centaines de milliers de personnes. Tout à fait. Donc, dans ce cas-là, le plus grand bien était nettement du côté d'une trêve dans ces conflits de travail. Tout à fait. Ben, écoute, c'est excellent. Ici, on est en train de parler de l'humain d'abord. On est en train de voir quel humain tu es. Et je pense que vous qui nous suivez, vous êtes contents de découvrir davantage comment est-ce que Monsieur le ministre qu'on voit à la télé, la personnalité publique, etc., ben, comment est-ce qu'elle résonne, c'est quoi ses émotions, ses valeurs, etc. Et Steven, je voudrais te demander, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir eu du mal à pardonner à quelqu'un qui t'aurait offensé? Oh oui. Mais on s'en va nulle part avec ça. Hein? Okay. Donc, oui, il nous arrive à tous les jours dans la vie publique des coups, parfois des coups bas, parfois des coups qui ne sont pas bas, mais qui font mal, qui nous font, qui nous choquent, qui nous fâchent. Mais il faut... On apprend à avoir la peau épaisse et ne pas prendre personnellement des attaques qui sont faites à l'endroit d'un ministre. Donc, on s'imagine pas Steve McKinnon, ministre, mais on s'imagine que cette personne s'attaque au ministre des Emplois. Tout à fait. Et non au titulaire. Exact. Non à l'humain. Et non à l'humain, exact. À l'humain. Okay. Là où on sombre dans les attaques personnelles, mais c'est là que, honnêtement, je sympathise avec la personne. Oui. Parce que pourquoi vous m'attaquez? Je ne suis pas cette personne-là que vous décrivez. Vous ne comprenez pas mon milieu, vous ne comprenez pas notre réalité ici en Outaouais, ou peu importe. Et donc, ça, j'ai un peu plus de pitié pour les gens qui font des attaques personnelles pour défendre des causes qu'ils devraient défendre à leur valeur et non en attaquant personnellement quelqu'un. Tout à fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit souvent que la politique est sale. T'en penses quoi, Steven, en tant qu'humain là, dans la politique? Est-ce que la politique est sale? Mais je l'ai dit récemment dans une entrevue dans Le Droit, que le ton est devenu plus acerbe, plus acrimonieux. Et j'associe ça avec M. Poilievre. Mais c'est un phénomène mondial. Okay. On a cette droite populiste-là qui, de pair avec les réseaux sociaux, a envenimé notre vie publique et nos discussions publiques, nos débats. On
on n'a qu'à regarder au sud de notre frontière ou en Europe. Ce sont des attaques personnelles, mais la nature des attaques, ce n'est plus « vous avez tort, M. McKinnon », ou « vous avez tort, l'autre ». C'est « vous êtes traître », « vous êtes corrompu ». Ce n'est pas approprié, Non. des mots comme ça. Et ce sont devenus des mots utilisés avec une fréquence perturbante. Et donc, ceux qui écoutent ce podcast, j'espère qu'ils vont, lorsqu'ils entendent des attaques comme ça, peu importe la source, que ce soit de la droite ou de la gauche, ou peu importe, vont juger sévèrement les gens qui font ces attaques-là parce que c'est inapproprié, à moins que la personne ait traître. Oui, avec des preuves avérées. Voilà. Qu'elle a été peut-être condamnée par un tribunal dans le cadre de corruption, etc. Exact. Mais corrompu, ces personnes-là ont des familles, ont des commettants, ont des gens qui les admirent, ont des gens qui les aiment. Et se faire traiter de traître ou de corrompu lorsqu'on sert le public, même avec des idées qui sont controversées, parfois, ce n'est pas approprié. Tout à fait, tout à fait. Et donc, justement, sur cette même ligne d'idée, là, j'aimerais savoir, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de demander pardon à une personne inférieure en autorité? C'est-à-dire qu'une personne sur laquelle tu as une certaine autorité, mais de venir dire « Excuse-moi, j'ai mal fait, pardonne-moi ». Oui. Il y a eu quelques exemples de cela à la Chambre des communes. Les débats sont devenus houleux. Tous disent des mots qu'ils regrettent souvent. Et ce sont des mots non parlementaires. Je me suis fait reprendre une fois par le président, qui est aussi mon ami, M. Fergus. Oui. Et j'ai dû offrir mes excuses, que j'ai fait avec... sans hésiter et avec plaisir. Oui, définitivement. Mais dans le cas de M. Fergus, vous avez une relation horizontale. Moi, j'aimerais savoir si tu as quelqu'un avec qui tu as une relation plus ou moins verticale, qui est en dessous de toi, par exemple, un collaborateur. C'est-à-dire que M. Fergus est le président, donc il est mon supérieur à la Chambre des communes. Oui. Il préside les débats, donc il est le juge et le jury. Il décide si quelque chose est inapproprié et impose sa peine. Exact. Peine entre guillemets. Donc, en Chambre, il est souverain. Exact. Mais non, l'insulte était à l'endroit d'un autre député à l'opposition. Donc, juste pour clarifier, et M. Fergus a intervenu pour demander que j'offre mes excuses que j'ai fait. C'est ça. Excellent. Le prochain élément que je voudrais regarder avec toi, c'est au niveau de l'émotion qui prédomine. Comment est-ce que tu nommerais l'émotion qui t'habite le plus dans le cadre de tes fonctions? Est-ce que c'est l'enthousiasme? Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est le doute? Quelle est l'émotion qui revient le plus à ton avis? Je reviens à mon mot d'empathie. On essaie de se mettre à la place d'autrui et de comprendre d'où elle vient, cette personne, ou ce groupe, quelle est leur perspective, quel est leur réel besoin, quelle est la revendication qu'elle souhaite faire reconnaître et pourquoi. Et donc, c'est ça qui m'anime. C'est ça la pensée que j'essaie d'appliquer à l'ensemble des enjeux auxquels on est confronté. C'est cette empathie. C'est se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Excellent. Good. Est-ce que il y a un souvenir d'enfance qui a contribué à façonner l'homme que tu es, en dehors du souvenir de papa qui, avec la grève des autobus, a dû aller remplacer? Oui. Mais est-ce qu'il y a un autre souvenir qui a façonné un peu la personne que tu es devenu aujourd'hui, l'humain que tu es devenu aujourd'hui après? Oui, je pense que... il y a des histoires de cours d'école où, évidemment, quelqu'un se fait agresser. Il y a des bullies. Oui.
et on agit pour protéger ou on veut protéger quelqu'un qui se fait harceler, intimider. Et encore là, empathie en action. Quand ça arrive à quelqu'un qui est près de nous, ça nous habite. Donc, comme enfant, je pense que tous les enfants vivent une version de cela et on fait un choix. Un choix qu'on va regretter, c'est de faire partie de ceux qui harcèlent, ou un choix qu'on a tendance à ne pas regretter, c'est d'aller de s'allier à la personne attaquée. Et je pense que j'ai toujours pu me ranger du côté de ceux qui avaient besoin d'aide, avaient besoin d'appui, avaient besoin de quelqu'un, d'un allié. Donc, être allié, c'est très, très important. Oui, définitivement. Définitivement, c'est un très bon point. Et je pense qu'effectivement, c'est ce que tu fais. Tu continues de faire aujourd'hui, ça t'influence grandement. Je rappelle que tu nous soutiens beaucoup dans la communauté d'affaires, entre autres. Tu es très, très présent. Tu es vraiment là avec tous les défis par lesquels on passe en ce moment, avec les menaces qui nous viennent du Sud et tout. On sent vraiment que tu es présent avec nous. Et ça vient de ça. Oh, que oui. Si dans le cas présent, les États-Unis, pas juste vis-à-vis du Canada, mais vis-à-vis le monde entier, c'est l'intimidateur, c'est l'agresseur. C'est le bully. Et on doit se tenir debout devant les bullies, devant les intimidateurs. Et donc, oui, mon fibre patriotique, mais aussi mon instinct de vouloir protéger ceux qui sont agressés, c'est la venue du président actuel et ses actions font que moi et bon nombre de mes collègues au Parlement, on est stimulés par ça. Oui, c'est excellent. On veut agir, on veut protéger, oui, mais on veut aussi contre-attaquer. On est blessé, donc on a cet instinct-là de vouloir se protéger et aussi de vouloir nous affirmer. Tout à fait. Et c'est ce que nous faisons. Définitivement. Et c'est bien. Je pense qu'il faut le faire. J'avais fait une publication à l'époque quand l'annonce avait été faite. Et dans ma publication, c'est ce que... Très remarqué, d'ailleurs. Et je t'en félicite, oui. Merci. Je me rappelle, tu as dit, si tu me permets, vas-y. Tu as dit, « Hey, les Canadiens, là, vous avez un grand pays. Vous avez des atouts. Vous avez tout ce dont un pays aurait besoin. » Et c'est en plein ça. Je pense que tu as eu beaucoup d'appréciation pour oui. tes affirmations. Et c'est parce qu'elles sont véridiques. Elles sont vraies. Le Canada a effectivement tout ce dont il a besoin pour la situation actuelle, mais aussi, il y a des enjeux auxquels on doit s'attarder et ça nous donne l'occasion de faire ça. Absolument. Les barrières interprovinciales. Exact. La mobilité de la main-d'œuvre, construire de meilleures infrastructures, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'Afrique, oui. s'ouvrir à l'Europe, à l'Asie. Créer de meilleurs marchés avec des partenaires plus solides, plus fiables. C'est tout vrai. Tu as tout articulé ça et je pense que ça a pu inspirer bien des gens chez nous et je t'en remercie. Merci beaucoup. Je me sens flatté, honoré qu'un texte comme celui-là ait pu avoir un tel écho. C'était l'expression de mon cœur, quoi. J'ai regardé ça et puis j'ai dit, c'est juste pas possible, quoi. Peut-être c'est le côté lion. Je viens du Cameroun, je suis originaire du Cameroun, on est des lions indomptables. Exactement. C'est ce côté-là qui m'a poussé. Indomptable. Ça, c'est un très beau mot, ça. Oui, on est des lions indomptables. Indomptable. Oui. J'aime ce mot. Et on doit le retenir. Génial. Si ça peut inspirer, mais tant mieux, Steven. Tant mieux. On continue notre belle... Notre beau podcast. Et là, maintenant, il y a un aspect que je voudrais aborder avec toi, Steven, c'est l'un des plus grands obstacles
auquel tu as dû faire face dans ta vie? L'un des plus grands. Ça peut être à la fois un obstacle d'un point de vue professionnel ou même d'un point de vue privé, ce que tu veux partager, quoi, sans toi libre. Ben, je vais affirmer que ce fut de se faire élire. Okay. C'est majeur au Canada, se faire élire. Ouais. C'est un honneur. C'est un grand honneur. Et on travaille très, très fort afin de mériter cela. Mais gagner ou ne pas gagner, puis il n'y a pas de honte à essayer et ne pas gagner. J'ai perdu ma première élection, moi, de beaucoup aussi. Et je suis revenu. Et là, et on dirait que c'est en se faisant élire, là, on constate qu'on a cette vaste pression et ces attentes qu'on a créées nous-mêmes, parce qu'on a pris des engagements, mais aussi parce qu'on a une communauté à servir, une communauté à aider lorsque les besoins sont là. Donc, on a tout d'entrée de jeu à faire nos preuves. Nos preuves ne sont pas faites en gagnant une élection. Non. Nos preuves doivent maintenant être faites sur le terrain. Exact. Et je me rappelle, de mon premier mandat, on a eu une tornade, 2 inondations. Oui. 2 inondations de 100 ans en 3 ans. Et on a appris que cette communauté-ci avait de grands défis au-delà des catastrophes naturelles. Et on est jugé. Est-ce que, M. McKinnon, allez-vous être à la hauteur de nos besoins? Allez-vous pouvoir porter nos besoins, nos ambitions dans toutes les instances? Allez-vous nous défendre? Et il faut tout faire ces preuves-là. Donc, obstacles, il y en a constamment dans la vie publique. Exact. Et on est toujours conscient de ces obstacles-là. Et les gens sont juges de nos gestes. Tout à fait. Et on doit les défendre et on doit faire nos preuves à tous les jours. Donc, être représentant du peuple, c'est un obstacle en soi. Mériter cet honneur, c'est une chose. Mais le conserver la légitimité, c'est un autre. Tout à fait, tout à fait. C'est comme... moi, je parlais de ma femme, c'est comme gagner la confiance d'une femme. Elle dit oui, on lui passe la bague au doigt. Maintenant, une fois qu'on est marié, ben, c'est de pouvoir chaque jour entretenir cette confiance et en être digne. Ben, c'est en plein ça. Et c'est ça fois, dans le cas d'une circonscription fédérale, fois 120 000. Exact. Parce que bâtir une confiance, c'est le travail d'une vie ou d'une carrière. Tout à fait. Mais la perdre, ça peut arriver très rapidement. Très rapidement, très rapidement. Steven, tu as déjà été... Tu t'es senti mal dans ta peau, ça arrive notamment, tu parlais des mots insultants qui ne sont pas vérifiés, des expressions qui sont parfois lâchées comme ça dans le cadre de tes activités en chambre de commune, etc., ou bien dans les médias. Et dis-moi, quand tu te sens mal à l'intérieur, quand tu as ces frustrations, tu as une douleur à l'intérieur, quelque chose d'interne à toi, c'est quoi ton processus? Comment est-ce que tu fais pour revenir à ce Steven qu'on connaît, là, qu'on voit? C'est ce Steven qu'on voit. Moi, je t'ai jamais vu mal. Moi, je te vois toujours avec beaucoup de sourires, toujours présent, plein d'entrain. Mais comment tu fais pour revenir à ce Steven rayonnant, là? Ah, ça, cette question-là est facile. OK. On parle à des gens. OK. Et on s'aperçoit, la très grande plupart du temps, que les choses ne sont pas aussi graves ou aussi mauvaises qu'on ne peut le penser. Et les gens nous nourrissent, nous donnent une perspective, nous donnent leur version de la réalité qui nous ramène toujours à notre centre, à ce que l'on croit, à ce que l'on souhaite accomplir. Donc, moi, c'est toujours... fais le prochain appel, va à la prochaine rencontre, écoute la prochaine personne, elle va vous guider. Wow. Je crois que c'est une très, très belle astuce, ça, parce qu'à la fin de la journée, avec ta valeur de l'empathie, de servir les autres, mais quand tu as un retour des gens qui estiment que
Oui. Ils sont bien servis, tu es présent pour eux, tu es là, comme moi je parle. Je parle de moi, de ce que je vis avec toi. Là. Oui. C'est une réalité, quoi. Ben, souvent, ils vont vous dire, ce n'est pas si grave que ça. Monsieur McKinnon, gardez votre perspective là-dessus. Ou on va essuyer celle-là et on va mieux revenir. Tout à fait. Et on vous supporte, ou si vous vous ajustez, ou j'ai une suggestion à vous faire, on s'aperçoit que cette réalité-là, cette sagesse-là, peut nous guider. Absolument. Absolument, Steven. Il y a une question que j'aimerais savoir. Je sais qu'en tant qu'être humain, on parle de l'humain d'abord ici. En tant qu'être humain, c'est sûr que tu as déjà douté. Il t'est déjà arrivé de douter, de te dire, est-ce que c'est ça la chose à faire? On parlait des décisions que tu as souvent prises par le passé. Est-ce que je dois aller de l'avant ou pas? Quand tu doutes, quand tu as le doute, c'est quoi les éléments que tu utilises pour finalement décider? Est-ce que c'est une analyse purement rationnelle, comme tu parlais dans le cas de la décision en ce qui concerne la grève des travailleurs et tout, tu avais regardé en termes d'impact sur les vies. Ça, c'est très, très concret. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'à chaque fois où si tu as des doutes, tu vas aller raisonner en termes d'analyse concrète, chiffrée, rationnelle? Normalement, ça nous montre la voie. Okay. Normalement, je vous parlais du plus grand bien. Normalement, si on cherche le plus grand bien dans une série de solutions imparfaites, ça va nous guider. Lorsqu'il s'agit de questions morales, je vous en ai parlé d'une, mais il y en a beaucoup dans la société, des questions morales. Même si on vise le plus grand bien, pour certaines personnes, ce ne sera jamais assez. Parce qu'une moralité, on ne peut, pour bien des gens, on ne peut compromettre sur la moralité. Donc, il y aura une minorité de gens ou une partie importante de la population qui va nous en vouloir. Et pour certains, ça va être cette question morale va être la question, la chose la plus importante pour eux. Et donc, au fur et à mesure qu'on progresse dans la vie publique, il y en a des questions morales on laisse des gens derrière parce que, justement, on n'est pas d'accord sur une série de questions morales. Et ça, je regrette ça. Ça pèse même si on n'est pas d'accord avec ces gens. Et même si on doit appliquer notre meilleur jugement et forcément notre moralité, il y a dans ces conversations-là une lourdeur. Et lorsqu'on sait qu'on a peut-être perdu l'appui de quelqu'un sur une de ces questions-là, on regrette beaucoup. Ça pèse beaucoup. Tout à fait, absolument. En tout cas, très, très bon point. On va bientôt terminer ce podcast, mais avant, j'ai une ou deux autres questions à te poser. Tu as parlé un peu plus tôt de la montée du populisme et puis de la droite dans le monde globalement. Moi, je me suis toujours dit, je poserai cette question-là quand je verrai quelqu'un de la gauche qui est un peu... je poserai cette question parce que est-ce que, en tant que gens de la gauche, social et tout, parti libéral, est-ce que vous n'avez pas de reproches à vous faire? Est-ce que vous n'avez pas prêté le flanc d'une certaine manière? Qu'est-ce qui fait que le discours de la droite, à ton avis, prend de plus en plus de place en termes d'acceptation, en termes de gens qui adhèrent? Ce serait quoi? Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité dans ça? Ben, c'est une question qui est... Il s'écrit des livres, des documentaires. On discute beaucoup de cela. On peut parler des nationalismes, on peut parler de la désindustrialisation, de certains, de larges pans de la société nord-américaine, souvent attribués à des ententes commerciales avec des pays qui sont moins coûteux côté travail ou ont moins de standards environnementaux ou peu importe. Mais je constate que
et en passant, le Parti libéral, on se veut un parti du centre. Du centre. On n'est pas forcément une partie de... OK. Oui, évidemment, on a des solutions qui sont de la gauche. Très social. Oui, souvent. Mais on est un parti, au fond, pragmatique. Un parti qui cherche des solutions de part et d'autre. Mais ce ton acerbe-là... et encore, on l'a vu en parallèle monter avec les réseaux sociaux. Donc, on a passé d'un monde où on avait des médias, donc avec des standards de rédaction, avec une certaine vérité. Et maintenant, on a une situation où tous ont leur version de la vérité et on peut faire propager, répandre une nouvelle qui n'en est pas une, qui est manifestement fausse, mais elle se répand et on est incapable de l'affronter. Et c'est un outil que la droite, surtout, a adopté. La gauche n'est pas non coupable non plus, mais moi, je maintiens que la gauche, ce fut une contre-réaction à cette montée-là de la droite un peu extrême. Et on l'a vu en France, on l'a vu au Royaume-Uni avec le Brexit, on le voit dans l'Europe de l'Est, en Hongrie, même en Allemagne. On le voit certainement, et c'est alimenté par des pays fascistes comme la Russie. Et la désinformation se fait déployer par ces pays fascistes-là au sein des démocraties. Ils profitent de notre ouverture, de nos libertés pour nous envoyer ces faux messages-là. Il s'agit donc d'un phénomène qui est attribuable, à mon sens, à la perte de la vérité. Et lorsqu'une société ne peut pas avoir un consensus sur ce qui constitue la vérité, ben c'est difficile d'avoir un débat sur les idées. Et donc, on doit revenir, à mon avis, à un monde où on peut s'entendre au moins sur les faits. Tout à fait. Tout à fait. Absolument, absolument. Steven, on est arrivé au terme de ce podcast déjà. Ça passe très, très vite. Avec toi, on ne s'ennuie pas. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu aborder, une question que tu aurais voulu que je te pose? Honnêtement, moi, je suis fasciné et notre parti a fait beaucoup de travail. Ce n'est pas un travail qui m'a été délégué, mais nos relations avec l'Afrique. Le Canada, on a toujours eu une fierté. Pour ce qui est de l'aide étrangère, vous allez même rencontrer beaucoup de gens ici à Gatineau qui ont travaillé à l'ACDI, ce qu'on l'appelait autrefois, à l'Agence canadienne du développement international. Mais il me semble qu'il y a une Afrique nouvelle qui est en train de sortir, de s'embellir, de se donner une nouvelle identité et je pense que le Canada aurait intérêt à mieux connaître ça, à mieux comprendre cela. Et donc, ce sera peut-être un sujet pour une autre journée, mais c'est une question qui m'intrigue profondément. Une question qui t'intrigue profondément. Non seulement on va en parler, c'est sûr qu'on en reparlera, toi et moi, Steven, mais en plus, on verra ce qu'on peut faire. S'il y a des opportunités à développer, il y a un mot que plus aucun Africain ne veut plus entendre, venant de quelques partenaires que ce soit. Ce mot-là, c'est aide. Oui. Aucun Africain ne veut plus entendre parler d'aide. On ne veut pas... Merci. Oui, merci. je te le dis en toute transparence. C'est important que tu nous rappelles cela. Absolument. Les vocabulaires sont importants. Et les diasporas, maintenant, au Canada, sont d'une importance majeure, ici à Gatineau, mais à travers notre pays. Et il me semble que le Canada, peut-être plus que tout autre pays, aurait intérêt à comprendre les forces que ça peut nous donner. Absolument. Et de continuer sur le chemin
D'un nous partenariat, arrimer et ouais. d'atteindre une meilleure proximité avec l'Afrique. Absolument. Surtout dans un contexte où les États-Unis, là, Absolument. ouais. Et pendant que le Canada traîne encore le pas, ben, il y a des pays comme l'Asie, la Chine, l'Inde, Voilà. la Russie qui sont présents, qui sont là, qui font des deals, qui font Donc, des affaires et qui prennent toute leur place. Je pense qu'effectivement, donc, pour l'Afrique une démocratie, avec l'aide de nos diasporas, d'aller là, leur parler de la liberté, de la démocratie, et oui, du capitalisme, et de faire des ententes, me semble, c'est une évidence. Définitivement, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Il faut, si on comprend, si vous comprenez la pensée, les attentes des Africains, comment est-ce que les Africains se voient, il y a quand même une grosse histoire par le passé avec plein de stratégies, de tragédies qui font qu'on a quand même toujours cette mémoire collective là, de ce qui a été vécu par le passé. Et donc, aujourd'hui, avec justement l'ère des médias sociaux, les voyages, les déplacements, moi, je me sens vraiment bien au Canada. J'ai immigré ici. C'est une belle terre d'accueil. Les Québécois sont formidables et tout. Donc, nous qui sommes ici, effectivement, on peut être une sorte de relais et vous aider avec le discours et l'attitude à avoir. Voilà. Parce que définitivement, il y a des opportunités à saisir. Et puis, je pense qu'il faut les saisir. Moi, qu'est-ce que je peux te... Je pose une question qui est presque triviale, mais qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochains jours, les prochaines semaines? Mais un mot, merde. Non. C'est pas ça que je vais te souhaiter. Je vais te souhaiter beaucoup de succès, Steven. Je vais te souhaiter beaucoup de succès et comme je te dis, moi, je suis croyant. Moi, j'affirme ma croyance en tout respect. Chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je crois en Dieu. Et je prierai pour toi. Merci, Oui, merci. Excellent. Merci. Merci beaucoup. C'était un moment riche. J'espère que vous avez appris, vous avez découvert des choses intéressantes. On recevait ici dans le podcast l'humain d'abord, non pas le ministre de l'Emploi, mais surtout l'humain. Je pense que vous avez vu quel type d'humain il est, vous avez vu ses émotions, ses valeurs, etc. Et donc, si vous avez aimé ce podcast, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager parce que il y a une phrase, il y a un mot, il y a une expression, il y a une histoire qui peut contribuer à changer la vie de quelqu'un quelque part, qui peut inspirer quelqu'un quelque part. De toutes les façons, si vous avez aimé, c'est qu'il y a forcément quelqu'un autour de vous qui pourrait également aimer. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, abonnez-vous. Ça va nous faire plaisir de produire d'autres contenus tout aussi inspirants que ceux-ci avec des invités de qualité tels que Monsieur Stephen Mackinnon. On est revenu à Monsieur Stephen Mackinnon, le ministre. Il y a le naturel revient au galop. Il faut lui donner tous ces honneurs-là. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour un autre épisode. Bye. Ici on parle de l'humain d'abord. L'humain d'abord. L'humain avec Brice. Brice c'est l'humain d'abord. L'humain d'abord. L'humain d'abord. Là où l'humain parle aux humains. L'humain d'abord.